Salut tout le monde! Bienvenue dans ce nouveau décryptage où on plonge directement dans le monde absolument fascinant des capteurs de glycémie en continu. L'objectif aujourd'hui, c'est de vulgariser tout ça et d'expliquer comment fonctionnent ces appareils qui changent la vie de millions de personnes. On va démystifier la technologie, explorer leurs origines, parler des inventeurs derrière tout ça, voir quels sont les modèles les plus fiables sur le marché et surtout, comprendre qui est le public cible. Bref, on traduit de la bioélectrochimie complexe en concepts super simples. C'est parti? Au menu aujourd'hui, 1. L'histoire et les inventeurs. 2. Le fonctionnement des capteurs. 3. Le fameux liquide interstitiel. 4. Les meilleurs appareils sur le marché. 5. Le public cible. Et enfin, 6. La conclusion. On attaque tout de suite avec la section 1, l'histoire et les inventeurs. Bon, pour bien mesurer l'ampleur de la révolution actuelle, il faut vraiment se rappeler d'où on vient. Pendant super longtemps, vérifier sa glycémie, ça voulait dire se piquer le bout du doigt. C'était douloureux, répétitif et ça finissait par créer des callosités. Et le pire, c'est que ça donnait juste une petite photo, un aperçu de la glycémie à un moment précis. Zéro contexte. C'est un peu comme essayer de conduire sur l'autoroute en ouvrant les yeux juste une fraction de seconde toutes les 3 heures. C'est pas l'idéal. Il était carrément impossible de savoir si le taux de sucre montait en flèche ou crachait dangereusement pendant la nuit. Alors, comment on a réglé ça? Ça a été tout un parcours. En fait, ça remonte à 1776. C'est là que le médecin britannique Matthew Dobson a prouvé que l'urine des patients diabétiques contenait du sucre solide. Mais le vrai point de bascule, le grand tournant technologique, c'est en 1962. Le docteur Leland Clark a inventé la toute première électrode enzymatique. C'est historique. Pour la première fois, la biologie et l'électronique arrivaient à se parler directement. Et c'est cette petite étincelle qui a pavé la voie jusqu'à la fin de 1999, moment où le tout premier capteur de glycémie en continu a été approuvé sur le marché. Un vrai moment charnière pour la médecine. Ce qui nous amène à la section 2, le fonctionnement des capteurs. Bon, on va regarder la science microscopique qui se passe sous la peau. Faut d'abord détruire un gros mythe qui fait souvent peur aux gens. Le capteur qui reste collé sur le gras, ce n'est pas du tout une aiguille rigide en métal. C'est plutôt un minuscule filament, souvent plus fin qu'un cheveu et souple comme un brin de spaghetti bien cuit. Fait de plusieurs couches de polymère, ce petit filament plie et bouge avec les muscles du corps. C'est ce qui rend la chose complètement indolore et imperceptible. Une vraie victoire pour le confort. Et la magie opère 24 heures sur 24 grâce à ce qu'on appelle un biocapteur ampérométrique. Concrètement, sur ce tout petit filament-là, il y a une enzyme, la glucose oxydase. Imaginez que c'est une serrure ultra précise et que seule la molécule de glucose possède la bonne clé. Quand le glucose entre dans la serrure, paf, une réaction chimique se produit et ça libère des électrons. Ça crée une micro-étincelle électrique. Ensuite, cette mini-charge est captée, amplifiée par le dispositif sur le bras, puis traduite par un algorithme super puissant. Résultat, un chiffre clair qui apparaît directement sur un téléphone intelligent. C'est fou pareil, transformer notre propre chimie corporelle en données numériques en temps réel. On passe à la section 3, le liquide interstitiel expliqué. Là, on touche à un concept super important pour bien comprendre ce que ces appareils mesurent au juste. Contrairement aux lecteurs traditionnels, ces capteurs-là ne mesurent absolument pas le sang. Non, ils mesurent le glucose présent dans le liquide interstitiel. C'est quoi ça? On peut le voir comme une espèce d'océan interne, le liquide qui entoure et baigne chacune de nos cellules. C'est lui qui fait le pont, qui livre l'oxygène et les nutriments, tout en ramassant les déchets. Si on zoome un peu sur notre corps, on remarque que le sucre qu'on ingère voyage d'abord dans nos petits vaisseaux sanguins, les capillaires. Ensuite, il doit sortir de là, traverser les tissus et arriver dans ce fameux liquide interstitiel. Et c'est seulement à ce moment-là que le petit filament du capteur peut le détecter. C'est une nuance cruciale pour bien interpréter les données. L'analogie parfaite pour simplifier tout ça, c'est celle de la route. Le sang, c'est l'autoroute. Le liquide interstitiel, ce sont les petites routes secondaires de quartier. Le sucre doit sortir de l'autoroute avant d'arriver dans la rue locale. C'est pour ça qu'il y a toujours un décalage naturel d'environ 5 à 15 minutes dans les lectures. Donc, pendant un effort physique intense ou après avoir bu un jus pour remonter sa glycémie, le sang réagit toujours en premier. Le liquide interstitiel prend quelques minutes de plus. Mais pas de panique, les algorithmes modernes utilisent des flèches de tendance pour prédire tout ça, ce qui compense merveilleusement bien ce léger décalage. On passe à la section 4, les meilleurs appareils sur le marché. Si on quitte la biologie pour regarder la technologie actuelle, c'est fascinant de voir les modèles qui dominent le marché. Il y a 2 véritables titans. D'un côté, on a la série Freestyle Libre d'Abbott, super reconnue parce que ce sont des capteurs minces, discrets et super faciles à poser. De l'autre côté, on retrouve la série G de Dexcom, comme le G6 et ses successeurs, qui s'est imposé grâce à son excellente capacité à se connecter directement avec différentes pompes à insuline.
Les deux options offrent des données super fiables, vont dans l'eau sans problème et surtout nous évitent la torture des piqûres aux doigts. Et la technologie n'arrête pas d'évoluer. Si on regarde les modèles récents, comme le Dexcom OnePlus, on repousse encore plus les limites. Ces petits bijoux-là pèsent à peine 3 grammes, soit le poids de quelques trombones. Ça envoie les données en continu par Bluetooth et ça lerpe les gens avant même qu'une baisse de sucre devienne dangereuse. Et le plus beau là-dedans, fini les calibrations manuelles interminables. On l'applique et ça marche. La page des piqûres est définitivement tournée. Maintenant, comment on sait si c'est vraiment précis? On utilise le MARD. Sans entrer dans le jargon médical, c'est simplement l'indicateur de la marge d'erreur du capteur par rapport à une vraie prise de sang en laboratoire. Plus le chiffre est bas, plus l'appareil est fiable. De nos jours, avoir un MARD autour de 8 %, ça veut dire que le chiffre sur le téléphone est remarquablement proche de la réalité physiologique. Ça donne la confiance nécessaire pour prendre des décisions super critiques avec un petit appareil qui reste collé sur le bras jusqu'à 15 jours consécutifs. On aborde la section 5, le public cible. Alors, qui bénéficie le plus de cette technologie? Évidemment, pour les personnes qui vivent avec le diabète de type 1 ou de type 2 sous insuline intensive, ces capteurs sont une question de survie. Mais l'impact est tellement plus large. C'est fou d'imaginer le soulagement monumental d'un parent qui peut enfin dormir une nuit complète en sachant qu'un simple regard sur son téléphone permet de vérifier la glycémie de son enfant de 2 ans avec des alarmes prêtes à sonner. Il faut aussi penser à la liberté incroyable pour une personne malvoyante qui peut désormais entendre son taux de sucre dans ses écouteurs grâce à la synthèse vocale en toute autonomie. C'est vraiment de la belle technologie qui change des vies. Ce qui nous mène à la section 6, la conclusion. En fin de compte, quand on s'arrête pour y penser, c'est stupéfiant qu'une simple réaction enzymatique invisible puisse générer des données qui sauvent des vies au quotidien. Et l'avenir est carrément à nos portes. Aujourd'hui, les capteurs parlent directement aux pompes à insuline pour ajuster les doses minute par minute, imitant presque parfaitement un vrai pancréas en santé. C'est ce qu'on appelle la thérapie en boucle fermée. Avec l'intelligence artificielle qui s'en mêle, le fardeau psychologique diminue drastiquement. La question n'est plus de savoir si la technologie peut copier la nature, mais plutôt de se demander jusqu'où cette avancée sans précédent va nous mener dans la compréhension de notre propre métabolisme. Et voilà, c'est ce qui conclut notre explication détaillée d'aujourd'hui. Un immense merci d'avoir été à l'écoute. S'il y a eu un apprentissage ou une découverte fascinante, c'est super apprécié de laisser un j'aime et de partager cette vidéo pour nous soutenir. S'abonner permet aussi de garantir la création d'autres explorations passionnantes au cœur des technologies médicales. Merci encore et à très bientôt pour un nouveau décryptage.